مركز دراسة صحراوية بالتعاون السيراس بالتعاون مع المركز الثقافي المعهد الفرنسي لموريتانيا استطاع ترجمة هذا الكتاب، وأردنا تنظيم تأبين للراحل ميشيل غينيار ولإدارة النقاش حول هذا التراث الموسيقي الهام، لأن عزوان هو من بين جوانب التراث الموريتاني الهام جدا. لدينا جوانب من هذا الزوان تم تصنيفها ضمن قائمة التراث العالمي في التراث الثقافي اللامادي اللي هو تهيدين. واليوم على مدى 3 أيام في المركز الثقافي الفرنسي المعهد الفرنسي لموريتانيا هناك هذه الندوات حول عمل ميشيل غينيار وحول القضايا المتعلقة بأزوان آفاقه واستمراريته، طرق الحفاظ عليه، طرق صيانته، وطرق نقله للأجيال المستقبلة، لأن هذا الفن هو من بين الفنون المهددة بالاندثار، خصوصا مع استعمال آلات موسيقية حديثة. دونك الحفاظ على أدوات زوان اللي هي تيدينيت وآردين، وكذلك إيجاد طرق كفيلة باستمرار نقل هذا التراث إلى الأجيال المستقبلية من خلال المعهد الوطني للتراث. J'ai connu Michel Guignard en 1972, où j'ai aidé à apprendre la Hassaniya. Je l'accompagnais dans ses recherches et servais souvent d'interprète lorsqu'il ne put s'exprimer en Hassaniya ou que son interlocuteur ne pouvait se faire comprendre. J'ai eu l'occasion de l'accompagner chez Mounina Mteleya, Sidati Ould Abbas, Imali, Mohamed Val, Bohul Bobo Jiddou, Sid Ahmed Ould Ahmed Zaidan, El Awa, Mohamed Ishin Ould Mohamedou, El Seyssah, El Amatishit, El Shigali, Mohamed Ould Meidah, Mohamed Salim Ould Meidah, Maloum Ould Meidah, Seydouba, Aché Mohamed El Mishri et l'association Jalal et d'autres. La liste est très longue. Comme vous voyez ici, sur la photo, je suis ici enfant avec lui. Et de l'autre côté, je suis là debout à la porte de sa maison avec ses 2 enfants. Là, vous voyez, je suis avec l'association musicale Jalal, avec lui. C'est un vrai passionné de la Mauritanie, de la musique maure. Ainsi donc, M. Guignard a été rapidement séduit par la beauté et l'originalité de l'art de ses griots, ainsi que par la manière conviviale et interactive dont se déroulaient les séances de musique sous la tente. M. Guignard a déduit que le griot jouait dans la société un rôle qui dépassait celui de simple musicien. Il conclut que la musique des griots constituait un système musical savant et original qu'il faut préserver.
Je connais essentiellement cet ouvrage qui s'appelle Musique, honneur et plaisir au Sahara, qui est un résumé lui-même de une quarantaine d'années enfin, au début, c'était pas encore 40 ans, mais enfin, il a résumé une grande quantité d'observations et d'analyses dans ce livre, qui se divise en deux parties, si vous voulez. Une partie qu'on pourrait dire psychosociologique, dans laquelle il réfléchit surtout sur le statut des griots, et il y a une partie qui est proprement musicologique, c'est-à-dire théorie de la musique, et dans laquelle il essaie de lire qu'est-ce qui est traduisible dans la musique maure dite savante d'Azawan, dans le langage de la musique universelle, quoi. C'est ça le fond de son travail, et c'est ça qui est le plus important également de ce qu'il a fait, je crois, comme contribution à la connaissance de la musique mauritanienne. Azawan, c'est en fait une musique savante. On pense que c'est un folklore, mais c'est faux. C'est une musique savante. Pourquoi elle est savante? Parce qu'elle est codifiée et structurée. Vous avez 5 modes. Elle est structurée en mode, en sous-mode, en pièces, les choix, en motif, c'est-à-dire raddat. Donc, vous avez, et en 3 voix, il y a 5 modes. Kar, Vaqou, le Khal, le Biad, le Pteit. Et vous avez les 3 voix, la voix noire, la voix blanche et le Gneidi. Donc, autour de c'est ainsi que cette musique est appelée savante, parce qu'elle est très complexe, elle est élitiste, mais il y a cet échafaudage-là. La tidinite, c'est l'ossature de ces modes dont je vous ai parlé. L'ardine, lui, est également un instrument extrêmement intéressant, mais les 2 voix, lui, tous les accords de la tidinite sont dans l'ardine. On peut les jouer sans problème et on peut changer d'un mode à l'autre. Tandis que la tidinite, il y a un ordre. Les 5 modes doivent être scrupuleusement suivis. Je suis invité pour ce colloque consacré à la musique Azawan, qui a aussi une parenté avec ce qui se fait aussi chez nous au Maroc. Le terme lui-même, Azawan, il est utilisé à la fois pour la musique hassani et la musique maure, et utilisé dans la musique berbère du sud du Maroc. C'est le même terme qui est utilisé. Et puis, cette façon aussi de construire le récital. C'est-à-dire qu'il y a une séquence contraignante, en particulier dans la version classique des choses, parce que maintenant ça change, il y a des jeunes créations, il y a des gens qui transgressent ce qui a été fait par les classiques, mais dans le canevas classique et la forme classique, il y a si vous voulez, un parcours spécifique et un parcours obligatoire par lequel passent toutes les différentes phases. Il y a beaucoup de correspondances donc dans la musique maure. On a pris, si vous voulez, le soin de coller des maîtres de poésie à des modes de musique. C'est-à-dire, on dit, par exemple, quand on fait le mode de car, il faut passer par Bouamran. Si on fait le khal, il faut passer par Srir, qui est une métrique poétique. Et puis le sens aussi suit. Alors, le point essentiel, c'est la centralité de la poésie. C'est-à-dire que cette musique, elle est nourrie par la poésie en tant que métrique, en tant que thème, en tant que symbolique. Et donc la poésie est fortement présente. J'ai donné les caractéristiques de cette poésie qui glorifie des émirs, des princes, et qui par cette glorification-là sert à maintenir les grandes vertus, les grandes valeurs dont la société
se glorifie. C'est-à-dire qu'il y a la bravoure, il y a la générosité, il y a le don de soi, le sacrifice pour les bonnes causes. C'est ce qui est généralement chanté dans ces poèmes-là, surtout dans les poèmes que j'ai présentés. Et en écoutant ces distinctions très nobles, la jeunesse dans son ensemble, les personnes qui veulent être dans certains niveaux, sont astreintes, sont obligées d'essayer de s'approprier ces vertus-là. C'est dans cet esprit que l'on peut dire que le Théydine sert de frein à toutes les mauvaises intentions. La Zawan est intimement liée à la vie du Hassan Afon, son mode de vie, sa façon d'habiter le monde. Et il est très bien vu qu'une personne apprenne parce qu'on dit Meftouh. Meftouh, c'est l'ouverture. Ça veut dire qu'il est initié ou il est connaisseur. Et on dit qu'il est vêta. Vêta, c'est-à-dire que c'est un homme raffiné. On dit qu'il a l'oreille blanche. C'est un idiome qu'on utilise pour qualifier les personnes qui ont une bonne notion ou qui connaissent très bien. On dit Hada Meftouh vêta, c'est-à-dire l'honnête homme. Au XVIIe siècle, il y avait la notion d'honnête homme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de bonnes manières, qui est généreux. الشعر قال له انتق من اشوار مدرستك انت الخاص بها. لا لين اعطوا نماذج لان الوقت يسمح لنا بهذا ولا يشهد بلا شاهد عندنا لا ينعزف توه. هاي جرات الله عندي أنا وحدي الله عندي أنا وحدي أدن 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 بايت فيك صاير انا وحدي بيا متر ما به يقدي الله عندي انا وحدي الله عندي انا وحدي الله عندي انا وحدي.
La musique stambeli est propre aux, disons, Tunisiens, nos frères tunisiens de couleur, et qui ont su garder leur tradition, cette tradition qui est à la fois des chants en langue pas toujours compréhensible pour le reste des Tunisiens. Donc il y a certainement un vocable ou bien des termes d'origine subsaharienne aussi, bien qu'ils maîtrisent la langue arabe classique ou les dialectes tunisiens, mais lorsqu'ils chantent, ils utilisent un langage bien particulier. En plus, ils emploient dans leur musique des instruments propres, dont le gombri, qui est un instrument à cordes pincées, le gougay, qui est une sorte de rebab ou de violon, entre guillemets, donc à archer, et d'autres instruments à percussion dans la banga. La séance de Stambeli est une séance plutôt mystique qui mène à la transe et qui a des vertus thérapeutiques. Moi, j'ai fait référence à un endroit dans lequel il évoque un auteur arabe ancien qui s'appelle El-Kindi, à propos de la théorie des humeurs qu'on trouve chez les philosophes grecs anciens et qui a été reprise par la médecine locale ici et qui est souvent associée également à la musique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le flegme, la bile, la trabile, l'humeur noire, tout ça ce sont des choses qui sont associées également aux modes musicaux et on trouve des traces de cette affaire beaucoup plus anciennement, comme le dit Guignard lui-même, dans la musique arabe ancienne. De même que les gens qui ont écrit localement également, comme Mukhtar al-Hamidoun, qui est un grand érudit local assez connu, enfin très connu même, a également parlé de l'incidence de cette théorie des humeurs sur ce qu'on appelle la musicothérapie, c'est-à-dire la capacité de la musique à servir d'outil ou d'instrument de guérison dans le cas d'un certain type d'affection. Voilà. شاركت في هذا الملتقى الدولي حول الموسيقى وشاركت فيه بمداخلة حول الأدوات الموسيقية، معالجة إثنوغرافية، بالإضافة إلى موضوع آلة دقداقة نموذجا. والمهم والله ملخص المداخلة هو ذيك الأدوات الموسيقية أعطينا عن كل واحدة منهم مونوغرافيا، يعني تعريفات مختصرة حول كل أداة، من عند التدينيت إلى أردين إلى الجمبرة إلى معناها الآلات الإيقاعية كلها والوترية كلها والنفخية كلها والإلكترونية كلها. واخترنا نعدلوا الشخاص حول أداة ما هي معروفة وتاريخيا عندها تاريخ أثيل في المناطق الشرقية، خاصة المدن التاريخية مثل ولاتة وتيشيت وودان، بالإضافة إلى مدينة النعمة. هذه دقداقة تعتبر بمثابة الطبل متنقل يحمله شخص، وهو مصنوع من شجر يسمى سانقو، وله وجهين ويضرب بالعصا. هذه دقداقة لها أصول، عدة أصول تذكرها المصادر التاريخية. منها أولا على أنها ذات أصول حبشية إثيوبية وإريترية، وأن عندها أصول أمازيغية خاصة ما بين الجزائر والمغرب، وعندها أصول أيضا زوجية خاصة في فترة ازدهار الدولة الفوتية في عهد الحاج عمر بن سعيد التال الفوتي وابنه أحمد. هذه أيضا الأداة عندها عدة رقصات، هي ما هي رقصة، هي أداة. رقصاتها ثلاثة: الغسلة يقولوا لها، والوافر، وكلا. وأعتقد أن كلا هذه الأخيرة أضافتها دقداقة الفوتيين. ودقداقة طبيعة هي قد نقولونها في القديم كانت هي طبل الرحيل
للقوافل التي تنطلق في الصباح الباكر، خاصة في عهد شركة أبناء المقري الذين تركزوا في ولاة منتصف القرن الثامن الهجري، وكان لهم طبل للرحيل. ودقدقة أيضا عندها ميزة خاصة، هي على أنها موسيقى تمجد سكان المدينة، وفيها ابتهالات دينية، وفيها أيضا ما يعرف بالإعلام. يعني تعود الموضوع إعلامي ينقال له السيقات، ومنين يعود إعلامي ينقال له السيقات، ومنين يعود تمجيد تعتبر في شكل أهازيج تتخصص في الأحياء وغيرها، ومنين تعود أيضا ابتهالات دينية توحد الله وتذكر رجال الأولياء والصالحين. نسمع أزوان، إذن جاية من أزاي، إذن معناها عن فم موسيقى وعندها قواعد وعندها السلم، وحد لاهي يدخل في ضمن ذي الشريحة، والله في ذي المكونة، والله في ضمن هذا الجزء من الموسيقى، معناها عنده علاقة كبيرة بذا اللي قال له أزوان. دونك هذه ثقافة وبهلها يعدلوها قاون ثقافتهم، لما معناها عن الناس الأخرى يقد يعود واحدين عادوا يعرفوها ما هي من القاون يغير بقى. هذه ثقافتي قاون. إذا نتكلموا عن المدح، نتكلموا عن شيء ما عنده قواعد فنية، نتكلموا على رواية تعدل على بونجا، وتعدل على الطبل. بونجا هون اللي نقوله أي رواية ما عندها سلم موسيقي، ما يماشي على سلم موسيقي تبدأ وتنتهي معين. المداح كل وقت يقد يمدح على طبل، يقد يمدح على طبسيل، يقد يمدح باط هو ما هو على سبه واحده، ولا هو مثلا ما فرص عليه يقبل الزاي من بدايته الى نهايته. كان من اهتمامات غينيار الأخيرة اهتمامه بموسيقى بنجا غير العالمة، وحسب الأستاذ محمد التتا فإن هذه ترجمة بنجا هي كلمة عربية مأخوذة من القاموس المحيط، وهي رقص العوام يأخذ بعضهم ببعض أيدي بعض، ومعرب ببنجا. J'étais très intéressée à participer à cette rencontre, cette réflexion sur la musique mort en hommage à Michel Guignard que j'ai connu par le passé. Personnellement, je ne suis pas une grande spécialiste de la musique. Je suis plutôt du côté de la poésie. Je suis aussi du côté de la langue ou des langues, puisque je m'intéresse au départ au dialecte hassania parlé ici, dialecte arabe, et puis je suis passée à la langue berbère qui survit chez quelques locuteurs, et puis maintenant je commence à essayer de voir qu'est-ce que c'est que l'Azer dont on parle, qu'est-ce que c'est que tous les rapports avec le soniké, etc. Et donc j'ai repris ce que Michel Guignard, reprenant lui-même chez Norris, avait observé, les différentes parties de la tidinite, les différentes parties de l'ardine, pour essayer de voir quels étaient les noms qui étaient utilisés. Et donc j'ai observé que dans l'ensemble, c'était fondamentalement des
des mots de l'arabe, d'origine arabe, mais il y avait quand même quelques exceptions, en particulier en ce qui concerne la calebasse, ou le terme pour le taimounanit, la pirogue, qui est aussi un terme qui apparaît dans la tidinite. Et en ce qui concerne, donc je ne suis pas tidinite, une apparence de nom berbère, ardine aussi. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on a l'équivalent, enfin une forme très proche chez les Touaregs méridionaux uniquement. Ça n'est pas répandu partout chez les Touaregs, mais on a le terme de hardin. Et j'ai montré que hardin, c'était un instrument totalement différent, plutôt un arc musical, plutôt ce qui ressemble à zegari, un terme peu connu en Mauritanie, mais qui existe. Et donc on avait cette hardin dont Guignard disait qu'il n'avait pas d'équivalent en dehors de la culture maure, à la différence de la tidinite qui, elle, avait des équivalents un peu dans tout le Sahel et au Soudan, et qui était donc très répandu, même s'il avait sa spécificité, notamment au niveau du nom. Je suis anthropologue, je travaille en Mauritanie depuis une vingtaine d'années et je m'intéresse à la culture mauritanienne. Et en ce moment, effectivement, je mène des recherches sur la musique là, depuis pas mal d'années maintenant. Je fais des entretiens avec des familles d'artistes sur l'histoire de la musique en Mauritanie, sur les années 60-70, la naissance de la radio nationale mauritanienne, la place des artistes à la radio. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment finalement on est passé du statut de griot au statut de vennan, au statut d'artiste. Voilà, c'est ça que j'essaie un petit peu de comprendre dans mon travail. Comment les gens se sont adaptés, comment les Igawen, comment les griots se sont adaptés au monde contemporain, à la vie urbaine. Comment ils ont adapté aussi leur musique à de nouvelles demandes du public. Et donc pendant quelques décennies, les griots ont abandonné la tidinite pour la guitare, ont abandonné l'ardine parce que les jeunes femmes préféraient chanter. Certaines sont devenues de vraies divas de la musique mauritanienne. Donc il y a eu des ruptures un petit peu dans la transmission de cette musique. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un renouveau actuellement chez certains détenteurs de cette culture musicale qui organisent des festivals. Je pense à Amaka Ouldendenni, je pense à Aïcha Mchirali qui organise un festival sur l'Ardine. Et quelque part, ça encourage les artistes aujourd'hui à reprendre ces instruments ancestraux et à pour essayer de garder cet art. Et ce qui est intéressant, c'est que la tidinite, c'est pas seulement la musique, c'est pas seulement savoir jouer de l'instrument, c'est aussi avec les modes, avec les sous-modes, les écoles, etc., ce que vous connaissez très bien ici. Mais c'est aussi tout un patrimoine oral, c'est tout un pan de la culture, de cette culture hassanophone qui est extrêmement riche. Donc nous sommes pour la première fois en Mauritanie, ici à Nouakchott, sur l'invitation de l'Institut français de venir couvrir ce colloque sur les ouvrages et les enregistrements de Michel Guignard. Donc ça, c'est la première mission que nous avons. Mais au-delà de cette mission, c'est vrai que nous travaillons à Radio France dans un service public sur une émission qui s'occupe des musiques de tradition orale. Et donc, évidemment, tout ce qui concerne l'Azawan, cette musique savante de Mauritanie, rentre parfaitement dans le cadre de notre travail, disons.
Alors il y a plein de choses qu'on a découvert en venant ici, c'est tout à fait passionnant pour nous. D'abord la richesse de cette musique, extrêmement complexe pour quelqu'un qui l'aborde pour la première fois vraiment. On a bien sûr écouté, j'avais écouté des musiques, d'ailleurs la collection Okura Radio France pour laquelle on travaille avait réalisé des enregistrements en 1980 de cette musique, enregistrements auxquels Michel Guignard avait participé d'ailleurs et qui avait été fait par une ethnomusicologue suisse qui s'appelle Denise Perret. Donc ces enregistrements existent et cette musique a déjà été bien conservée pour nous. Mais je pense que pour que cette musique puisse exister, s'ouvrir et se faire connaître, c'est important. C'est important qu'elle se conserve aussi dans les maisons, comme elle doit être jouée à l'origine. C'est important, cette musique sous la tente dont on nous a parlé. Mais c'est important aussi qu'on la connaisse un petit peu au-delà de ce contexte. Je regrette au fait qu'on n'ait pas entendu plus de musique au colloque, parce que ça donne vraiment envie d'en entendre. Et je crois que le temps est important pour entendre et pour rentrer dans cette musique. Je pense que c'est une musique qui appelle à l'écoute, à la méditation, au rêve peut-être. Enfin, ça demande vraiment un temps d'écoute qui est peut-être pas le temps du colloque, mais en tout cas ce colloque a donné des ouvertures, des pistes, certainement des clés pour comprendre cette musique. للأمانة وتابع لهذه الإرشادات وهي التوصيات وزين عندي من أنا احتسب راسي دائما الجيل القديم هو اللي متبارك مع هذا الجيل ماني مخليه يحترف به اليوم عاد خارج الإلكترونيك وعاد كل حد يقعد قاعد تجبر واحد عنده أغنية صوتها عاد بار معدل في الماكينة وهو من نفسه تسوي عن أي آلة ما يقعد قاعد يخبطها وده هو الصانع لك شيء من الموسيقى ما يصح في الماكينة وده هو الناس تراقص عليه بالمقام. Le fonds Michel Guignard, pour en dire quelques mots. Donc, l'opération s'est effectuée en 2 temps. En 2004, Michel Guignard a fait don de son vivant, donc à la Bibliothèque nationale de France, au département son, vidéo, multimédia, de l'ensemble de ses collectes de terrain, effectuées entre 1964 et 1967. Dans un second temps, malheureusement, donc Michel Guignard est décédé en 2020, et en 2021, c'est sa veuve, Aude Guignard, qui a fait don de l'ensemble de ses archives, le reste des archives qui constituent le fonds Michel Guignard à la Bibliothèque nationale de France. Pour ce qui est du fonds Michel Guignard, comme je vous le disais, ce sont 51 bandes 13 cm qui ont été copiées d'entrée sur CD et auxquelles on a attribué un identifiant, ici SDCR, qui est un identifiant BNF, qui n'a pas plus de signification que cela, mais qui permet simplement de repérer le document au sein de ces archives. Avec une identification, et c'est là qu'il y a un travail à faire très clairement, et avec les experts présents dans cette salle, il y aura certainement à pousser ce travail. Ici, nous avons une description très générique du contenu. Personnellement, je n'ai pas la certitude que le contenu de cette cassette, de cette bande, soit limité à ce qui est décrit ici. Peut-être d'autres choses sur la seconde partie de la bande sont peut-être à identifier. Là, nous avons une identification générique qui nous permet quand même de nous repérer sur le contenu de ces bandes. Un autre moyen ensuite de décrire le fonds dont nous parlons, c'est une partie du catalogue de la bibliothèque qui s'appelle BNF Archives et Manuscrits, qui est spécifiquement dédiée à la description d'archives inédites. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensemble, Bibliothèque nationale de France, IFM et partenaires que vous êtes? C'est voir comment il est possible de donner un accès à ces documents. Et c'est ce à quoi nous avons commencé à travailler avec Mathilde Allard, avec Jérôme Duguérou, avec plusieurs d'entre vous, à voir quelles sont les pistes qui vont nous permettre de donner accès à ces documents, que ce soit à la bibliothèque, c'est une chose, mais surtout pouvoir y donner accès ici,
soit un accès distant par le biais du site de la BNF, soit sous la forme de partenariats auxquels nous allons réfléchir et qui vont nous permettre de valoriser et de faire vivre de nouveau le travail produit par Michel Guignard.